vous êtes sur les sphères Twitter, Facebook ou autres, vous avez déjà entendu des discours favorables ou très peu favorables à l'antiracisme et parlant aussi de la question du racisme en tant que phénomène social. Pour certaines personnes, certains militants, certaines personnalités à gauche, il y aurait ainsi une sorte de distinction entre l'antiracisme qui respecte les gens, respectable, et l'antiracisme radical qui viendrait des États-Unis et qui, bien sûr, irait beaucoup trop loin et serait une nouvelle forme de racisme. Il n'y a qu'à voir par exemple les comptes de Rackham le Rouge ou d'autres personnes connues par exemple sur l'espace public pour être des militants fervents républicains de gauche, etc. Alors, ce que je dis a l'air caricatural, mais en soi, ça correspond plutôt bien à ma période un peu edgy, vous savez, où j'étais anti-SJW, anti-woke. Voilà, ce genre de truc qui donnait l'air cool, parce que regardez, on est encore plus intelligent que ceux qui se prétendent à gauche, parce que en fait, c'est des gauchistes. Durant la période où j'étais encore très religieuse, pratiquante, etc., je me disais naïvement que je ne pouvais pas être raciste, parce que je me conduisais bien avec tous mes camarades, tous mes co-religionnaires, qui étaient serbes, roumains, russes, arméniens, etc. Naïvement, je me disais, je ne pouvais pas être raciste. Et puis dans ma paroisse, on avait un commandement, aimez-vous les uns les autres, avec l'idée que, étant donné que nous sommes tous des descendants d'Abraham, nous ne pouvions pas être racistes entre nous, nous ne pouvons pas nous haïr. Bon, en gros, on ne pouvait pas être nationaliste, et d'une certaine manière, j'étais plutôt en accord avec le discours républicain. Bon, si on accepte certaines croyances sur lesquelles je voulais pas transiger du tout. Or, si on y réfléchit bien, mon antiracisme, il était plutôt superficiel, on va pas se mentir. Et c'est sûr que c'est pas forcément facile de comprendre, par exemple, certaines notions des militants antiracistes d'aujourd'hui si on n'a pas de formation politique. Pourquoi ne pas être raciste individuellement, c'est pas suffisant. Et très vite, avec ma position de l'époque, on arrive à quelques écueils. Premièrement, penser qu'il suffit de ne pas être raciste pour lutter contre les racistes. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. Deuxièmement, mine de rien, quand tu entends des personnes utiliser des catégories comme blanc et non blanc, tu comprends pas en fait. Et tu vas même être là en mode ah mais c'est un racialisme en fait. Bien sûr, c'est évident, je n'y connais rien à l'antiracisme, donc c'est un racialisme. Et enfin arrive un troisième écueil, c'est le manque d'intersectionnalité, le manque de consubstantialité entre les luttes, vous voyez. Ce qui fait qu'à la fin, je pouvais être d'accord en mode ah il faut pas être raciste, etc. Mais je pouvais adhérer à des idées qui pouvaient être logiques à la base, notamment concernant l'immigration. Et oui, on y vient. Comme vous savez, j'ai été pas mal séduite par le discours républicain et le discours souverainiste de République souveraine. Et leur discours sur le racisme et aussi sur les antiracistes, il est assez clair aussi, hein. Ils sont républicains. Cela signifie qu'ils ne reconnaissent aucune communauté en France et qu'ils font même du combat contre l'islamisme un des points importants de leur programme en 2022 pour les élections présidentielles. De fait, lors de l'attaque du 7 octobre du Hamas, lorsqu'il y a eu des crimes de guerre de la part du Hamas, RS a crié avec les loups pour condamner l'antisémitisme qui résiderait dans les banlieues, qui les infesterait, et aussi l'antisémitisme présent dans les manifestations pro-Palestine pour mieux s'en désolidariser. RS ne questionne pas la source de cet antisémitisme, ni la cause en soi. Donc du coup, il ne peut pas forcément proposer des solutions concrètes. À la place, il a cette espèce de discours républicain et sécuritaire autour du racisme, de l'immigration, des banlieues. Cette vision qui s'inscrit aussi dans un universalisme plutôt idéaliste sur lequel nous reviendrons plus tard, bien sûr. Un autre exemple de la position de RS, c'est aussi sa position sur l'immigration qu'ils essayent de justifier par des citations de Karl Marx ou de Jean Jaurès un peu bâtardes, mais encore une fois, on reviendra dessus. Il y a cette utilisation du mythe de l'armée de réserve, du capital, et cette idée que, en fait, Marx aurait été favorable à un arrêt de l'immigration, étant donné que les immigrés servent à faire pression sur les salaires. Ouais, vous voyez, ça a l'air logique dit comme ça, mais on va voir pourquoi, plus tard, pourquoi ça va pas. Bref, ce que vous voyez là, ce type de raisonnement simpliste, si on accepte le côté Jean Jaurès, Karl Marx, parce que ça, je lisais pas trop de ça à l'époque, je l'ai eu moi-même en me disant que, de toute manière, quand bien même on voudrait accueillir toute la misère du monde, il faudrait d'abord qu'on s'occupe de nos propres pauvres, en fait. Bon, vous admettrez que c'est pas spécialement très politisé comme discours. J'ai moi aussi eu des craintes par rapport à un certain islamisme, en craignant pour ma vie, en me disant que les islamismes viennent pour moi, viennent pour ma peau, viennent parce que nous sommes français, oui. Et aussi une sorte d'invasion de l'islamisme dans les sphères politiques aussi.
Bon, voilà, ça j'avoue que j'ai eu des pensées à ce propos-là. Ce qui mine de rien ressemble pas mal à ce qui se faisait il y a 100 ans lorsqu'on théorisait le fait qu'il y avait une sorte d'élite juive qui avait pénétré la nation et qui essayait ensuite de remplacer la population française par exemple, qui essayait de faire un complot contre l'Occident. Et puis malgré ma famille prolétaire, hein, j'ai eu des a priori avec les jeunes de banlieue, enfin voilà, les habitants de banlieue en soi. Quoi, histoire de faire amende honorable, je vais m'atteler dans cette vidéo à essayer de débunker le discours des républicains dits de gauche et aussi de RS étant un prétexte à ce moment-là, en me concentrant sur plusieurs points. Tout d'abord, la distinction entre l'antiracisme moral et l'antiracisme politique. Ensuite, l'universalisme comme idéalisme. La fausse solution de la fermeture des frontières, ça on va en parler. Et enfin, quel discours anticapitaliste pour le racisme et l'immigration. Vous allez voir, ça va être passionnant. Commençons par le commencement. Quelle différence entre l'antiracisme moral et l'antiracisme politique? Le débat le plus fréquent sur les réseaux sociaux quand on parle d'antiracisme et de racisme, c'est de savoir est-ce que le racisme est institutionnalisé ou pas. Cela veut dire, est-ce que, au-delà des sphères privées, où on peut se prendre des insultes, des discriminations de la part d'individus, il n'y a pas un système qui permet justement au racisme de perdurer? Commençons par les sphères privées. Au quotidien, des personnes peuvent effectivement avoir des discriminations par rapport à leur ethnie, par rapport à leur couleur de peau, etc. Même des personnes blanches. Une personne blanche peut subir des discriminations par rapport, je ne sais pas, à son origine ethnique, ou au contraire quand elle est dans un environnement où par exemple les populations blanches sont très mal vues. L'antiracisme moral à ce moment-là, il se dirait bon c'est pas bien le racisme, c'est pas bien d'être raciste. Alors que si on se concentre sur l'antiracisme politique, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'une population discrimine une autre population? Et bon, je parle des personnes blanches là tout à l'heure, mais on peut tout à fait parler aussi d'autres populations. Il s'agit ici non pas de faire un deux poids deux mesures comme on l'entend souvent, mais plutôt de juger ça de manière globale en fait, de voir à quels phénomènes sont présents et par quoi ils sont causés. On va continuer sur le racisme anti-blanc que Wissam a développé dans cette vidéo, mais que je vais résumer, on va dire, je l'espère, de manière assez concise. En Afrique du Sud, il y a du racisme envers les personnes blanches. En tout cas, c'est comme ça que c'est interprété par certaines personnes de la population. Ces personnes blanches sont une minorité qui possède 70% des terres agricoles et qui, dans ce contexte-là, peuvent effectivement subir des attaques de la part de certains politiciens. On a par exemple eu des partis qui voulaient exproprier leurs terres. L'antiracisme moral dirait, regardez, il ne faut pas discriminer les personnes blanches. L'antiracisme politique prendrait en compte par exemple des choses comme l'apartheid, qui est dans le contexte du pays justement, parce que l'apartheid, mine de rien, c'est assez récent. Et ensuite, on va prendre en compte le fait que les populations noires sont extrêmement pauvres et subissent eux aussi de la criminalité. Ainsi, on pourrait se dire que plutôt que crier au racisme anti-blanc dans cette situation-là, on pourrait plutôt se dire qu'en fait, il y a un contexte politique qui fait que les populations noires ont longtemps été spoliées de leurs biens et de leurs terres, et que les politiques visant à exproprier les terres des fermiers blancs visent plutôt au contraire à faire une sorte de justice, entre guillemets. À ce titre, on pourrait dire qu'il s'agit plutôt de réparation de la part des descendants blancs de colons qui ont hérité de ces terres et qui ont pu exploiter ces terres et appauvrir le pays, pour les populations noires qui sont natives de ce pays et qui, elles, par contre, n'ont rien eu, justement. Le racisme anti-blanc ici présent, en fait, il n'a pas été institutionnalisé par des personnes afin d'exproprier leurs terres, en fait. Il n'a pas été théorisé par des théories assez fumeuses, essayant de faire une sorte de hiérarchie entre les populations, pour ensuite justifier l'expropriation de certaines terres. Si on voulait par exemple qu'il y ait du racisme anti-blanc avec l'idée que ce soit quelque chose de prégnant dans la société, il faudrait en réalité qu'il y ait une sorte d'institutionnalisation de la chose, avec vraiment un changement de paradigme énorme qui renverserait les rapports de force entre les populations non blanches et les populations blanches. D'ailleurs, on va y revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'un blanc? Qu'est-ce qu'un non blanc? Ouais, on a parlé de racialisme tout à l'heure dans l'intro, et forcément je sais que je vais pas pouvoir y couper parce que sinon je vais en perdre certains. Et on va essayer de résumer un peu la terminologie postcoloniale et décoloniale sur le sujet justement. D'abord, crevons l'abcès tout de suite. La question d'être blanc, non blanc, racisé, n'a aucun rapport avec la biologie. Rentrez-vous bien ça dans le crâne. Il s'agit plutôt de notions de sociologie qui parlent de classe sociale et donc expriment
décrivent un rapport de domination entre plusieurs classes sociales, justement. Pour illustrer ça, je vais donner un exemple qui est très connu avec des citations, les Irlandais en Europe. Pour vous résumer les choses, les Irlandais, ils ont été colonisés par l'Empire britannique et c'était des citoyens de seconde zone. Ils n'avaient pas le droit d'avoir leur propre commerce, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, de pratiquer leur propre religion, bref, ils étaient vraiment des citoyens de seconde zone par rapport aux Britanniques. Charles Trevelyan, par exemple, en a fait une description dans le Times, et honnêtement, ça fait peur. Voici ce qu'il dit en 1846, lors de la famine irlandaise. La famine est un châtiment de Dieu pour un pays oisif, ingrat et rebelle, un peuple indolent et peu autonome. Les Irlandais souffrent d'une affliction de la providence divine. Très charmant, n'est-ce pas, hein? Et on peut parler encore du Times, qui fait un article sur le sujet, et vous allez voir, c'est... Bon, je vous laisse voir. Pour notre part, nous considérons le mildiou de la pomme de terre comme une bénédiction. Lorsque les Celtes cessent d'être des mangeurs de pommes de terre, ils doivent devenir carnivores. Avec le goût des viandes, l'appétit pour elles augmentera. Avec l'appétit, la volonté de les gagner. Et avec cela viendront la stabilité, la régularité et la persévérance. À moins, en effet, que le développement de ces qualités ne soit entravé par l'aveuglement du patriotisme irlandais, l'indifférence à courte vue des petits propriétaires fonciers ou l'imprudence aléatoire de la bienveillance du gouvernement. Cette situation a amené des discriminations non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi aux États-Unis, où les Irlandais ils étaient décrits comme des macaques blancs. Ainsi, les Irlandais, à ce moment-là, ils ont été racisés. Ils étaient de couleur blanche, certes, mais on les considérait comme des êtres humains inférieurs, dignes d'être colonisés. Et les pratiques de la Grande-Bretagne à ce sujet nous font bel et bien penser, entre autres, aux pratiques coloniales de la France, avec par exemple le régime de l'indigénat en Algérie. Il y a d'autres exemples aussi, on peut par exemple citer, je ne sais pas, les populations slaves qui ont été discriminées par les nazis, et qui étaient considérées comme des sous-races, justement. Mais ceci vous montre bien qu'en fait, la question de blanc et non blanc, en fait, ce sont des terminologies qui ne dépendent pas de la biologie, mais elle est bien de classes dynamiques, dont les rapports de force changent dans le temps. Donc, soyez bien conscients d'une chose, les personnes qui vous parlent de racialisme n'ont tout simplement pas lu les penseurs qu'ils critiquent, en fait. Ils pensent tout simplement que les antiracistes sont juste racistes et ils ne les ont pas lus. L'universalisme, c'est sûrement un des concepts les plus idéalistes qui soit dans la manière dont il est présenté par ses défenseurs, en fait. Et qui est souvent opposé à une autre notion qui s'appelle l'intersectionnalité. Et sans donner des définitions satisfaisantes, et parfois sans comprendre cette dernière véritablement. Mais au montage, je me suis aperçu que c'était censé être la partie où j'expliquais ce qu'était censé être l'universalisme. Et donc, je vais me rattraper ici. Donc, l'universalisme, pour ceux qui le défendent, c'est un système de pensée qui imagine qu'il y a un système de valeurs, un ensemble de valeurs qui soit commun à l'humanité et qui lui permettent d'avancer ensemble. Voilà. Ce n'est pas à confondre avec par exemple l'universalisme chrétien qui concerne encore autre chose et qui est plus du côté religieux. Vu qu'on a un ensemble de valeurs communes, aucune personne ne peut être discriminée, par exemple à cause de sa sexualité, de sa couleur de peau, enfin bref. Voilà, normalement, Mais l'universalisme cette tolère définition de aucune l'universalisme, c'est dans la théorie. discrimination. Dans la C'est ça qu'il pratique, faut bien c'est comprendre totalement dans l'idée différent. de l'universalisme Et tel qu'il est pensé par ceux qui l'universalisme le est défendent. plus un idéal Voilà. qu'autre chose. Donc retour à la vidéo. Bon, on va donner des exemples pour que vous visualisiez bien. L'égalité de droit pour le sexisme, par exemple, c'est une femme peut porter plainte contre son agresseur si jamais elle a subi une agression sexuelle ou un viol. Mais, dans les faits, elle ne sera pas forcément écoutée par les policiers, qui peuvent avoir des préjugés, qui peuvent rebouter sa plainte, ce qui fait que si la loi lui permet de porter plainte, dans les faits, il y a des injustices qui y sont commises. On peut aussi parler du cas classique où par exemple l'agresseur a un capital financier qui lui permet de faire traîner l'affaire, qui lui permet d'engager de meilleurs avocats, et à la fin, la femme effectivement a le droit de porter plainte, mais dans les faits, elle n'a pas obtenu justice. On revient sur le sujet du racisme, on se rend très vite compte que les personnes dites racisées subissent beaucoup de discrimination, que ce soit par du racisme interpersonnel comme on l'a décrit, mais aussi par du racisme institutionnel. Par exemple, il y a des personnes racisées qui ne peuvent pas avoir un accès à l'emploi égal par rapport aux personnes blanches, parce que justement elles subissent des préjugés à cause de leur prénom, il y a aussi de la discrimination à l'embauche, il y a des personnes par exemple qui, parce qu'elles affichent une certaine religion dans des espaces, qui ne sont pas soumis à la loi par la laïcité, se trouvent discriminés totalement par leur futur employeur.
Du point de vue institutionnel, par exemple, la République universelle, qui est censée être universaliste depuis les lois Ferry, depuis la Troisième République en somme, c'est pas ça qui a empêché par exemple des Algériens de se faire jeter dans la Seine par des policiers par exemple en 61. Des policiers qui ont jeté des militants du FLN. Ah c'est ballot ça. Ce sont des exemples qui bien sûr ne forment pas une liste exhaustive, hein, bien sûr, mais qui montrent bien que la France, quand bien même elle se réclame de l'universalisme, dans les faits, la République française n'est pas universaliste. Elle tend à l'être éventuellement, on pourrait dire ça. Parce que il y a eu des discriminations entre les personnes qui vivaient en métropole, les citoyens français, et les citoyens qui vivaient dans d'autres territoires qui étaient colonisés à l'époque. Et bien sûr, même s'il n'y a plus de colonies, il y a des restes de cette attitude de l'État français envers les personnes qui sont racisées. Et du coup, c'est pas étonnant de voir certains politiciens français parler un peu de manière assez idéaliste des rapports entre tous les citoyens français, qu'ils soient blancs, noirs, arabes ou que sais-je encore. Et justement, on va parler des auteurs post-coloniaux et décoloniaux qui, eux, pensent qu'il y a un rapport entre les pays du Nord et les pays du Sud, des rapports qui sont des rapports de domination. Alors, comment ces rapports de domination ils fonctionnent ? Ça va dépendre, justement, de la manière dont géographiquement et économiquement les populations non blanches sont employées dans le système capitaliste. Parce que ça ne fonctionne pas seulement au niveau mondial, mais aussi à l'intérieur des pays. Si on prend l'exemple de la France ou d'autres pays occidentaux, il y a l'entassement des populations racisées dans des endroits très pauvres, dans des banlieues, où on les laisse à l'abandon pour ensuite s'étonner qu'après ça pète. Bon, c'est pas l'eau, hein. L'Observatoire des inégalités, par exemple, explique que quand tu es immigré, tu as beaucoup plus de chances, si tu es immigré ou descendant d'immigré, d'être touché par la pauvreté. Alors on se pose une question. Quand il y a des émeutes à cause justement des violences vécues par les personnes qui résident dans les banlieues, parce qu'il y a par exemple un taux de pauvreté extrême, etc., que ces personnes-là sont mises sous pression, comment est-ce que République souveraine réagit ? Par exemple, comment est-ce qu'elle réagit quand il y a eu le meurtre de Naël par un policier ? La réponse à ça, le lumpen prolétariat. Alors pour vous la faire courte, le lumpen prolétariat c'est un concept de Marx, et Paduring a expliqué pourquoi ce concept n'était pas pertinent, mais je vais résumer très vite ce qui a été dit par Georges Koumanovitch et comment ça a été répondu par Paduring. En gros, le lumpen prolétariat est, selon Georges Koumanovitch, une sorte de classe qui sert la bourgeoisie en place, justement. Le lumpen prolétariat, donc c'est-à-dire les dealers, les personnes qui par exemple vivent de vol, tout ça, etc., bref, du banditisme, des choses comme ça, seraient donc des alliés objectifs de la bourgeoisie et des ennemis du prolétariat. Alors bien sûr, Georges Koumanovitch n'est pas le seul à penser comme ça, il y a des penseurs comme par exemple Loïc Chéniaud qui vont aussi te dire la même chose, donc pour éviter de dire des conneries, parce que j'ai pas envie d'en dire, je vais laisser l'extrait de Paduring sur le sujet. On se retrouve après. Donc ce qu'explique Goldman, c'est qu'une classe sociale, c'est un groupe humain, un sujet collectif particulier, parce qu'il vise la structuration totale de la société. Et ça, c'est assez spécial. Les médecins de Paris, quand ils prennent l'exemple, ne visent pas à transformer la société selon une vision du monde des médecins de Paris. Ça n'a pas de sens. Par contre, le prolétariat ou la bourgeoisie ont une vision du monde et peuvent faire changer, faire bifurquer la société dans leur sens. Le lumpen prolétariat, c'est différent. Le lumpen prolétariat, c'est des gens qui sont dans de telles conditions de vie qu'ils sont en mode survie, en fait. Et donc, ils vont pas avoir une vision du monde du lumpen prolétariat pour structurer la société dans un certain sens, mais ils vont prendre, par exemple, l'argent là où il est. Ils vont essayer de gérer avec des rapines, des petites choses, quoi. Et là, on comprend ce que c'est le lumpen prolétariat. C'est à la fois un résidu passif, donc c'est quelque chose... c'est une conséquence non voulue, si on veut. C'est là parce qu'on n'a pas trouvé mieux, il n'y a pas eu de débouché pour eux. Et puis, le lumpen prolétariat, il agit en fonction de ses conditions de vie plutôt, parce qu'il est vraiment trop dans la merde. Alors que la classe sociale, elle agit en fonction de ses rapports sociaux. Ça, c'est dû au fait que le lumpen prolétariat, ce soit des marginaux, et donc ils ne se structurent pas comme un groupe social homogène, avec des intérêts communs, objectifs, avec une vision du monde et une action politique qui tend dans le même sens. Mais chaque individu, chaque famille, voire chaque clan, va agir selon ses conditions de vie directes, avec une vision assez court-termiste. Alors que quand vous avez un groupe social qui fait partie intégrante de la société, qui n'est plus marginal, il va agir selon son rapport social, c'est-à-dire selon la maximisation des intérêts de ce groupe social
social dans la société. Parce que toutes les personnes du groupe partagent des conditions matérielles d'existence relativement similaires et donc développent une vision du monde similaire et une volonté politique relativement similaire. Et au-delà de ça, la différence frappante qu'on trouve entre le lumpenprolétariat et le reste des groupes sociaux, c'est que le reste des groupes sociaux est intégré à la société alors que le lumpenprolétariat par définition ne l'est pas. Et même un groupe social, quand bien même il serait exploité à l'intérieur de la société, n'a qu'une peur, c'est de tomber en dehors de la société et de tomber dans le lumpenprolétariat. Personne n'a envie que son gamin devienne un escroc ou un mendiant. Donc on voit que tantôt le lumpenprolétariat sert la vision du monde de la bourgeoisie et tantôt il sert la vision du monde du prolétariat. Donc son action politique n'a pas véritablement de sens par lui-même et il n'a pas vraiment de vision du monde. Parce qu'à l'intérieur du lumpenprolétariat, on trouve des groupes qui servent des visions du monde inverses mais qui ne sont jamais leur vision du monde à eux, mais plutôt la vision du monde du plus offrant à un instant T pour tel groupe d'individus du lumpenprolétariat. Donc quand Loïc Chénion nous explique que le lumpenprolétariat est un ennemi au même titre que la classe dominante, eh bien il n'a rien compris à la théorie marxiste sur le lumpenprolétariat. L'ennemi, c'est pas les dealers ou les mendiants qui peuvent se vendre à la classe dominante, mais c'est la classe dominante. D'autant que son discours empêche une partie du lumpenprolétariat de rejoindre les revendications du prolétariat, comme on a pu le voir d'ailleurs pendant les Gilets jaunes, où au-delà des travailleurs, il y avait aussi des gens qui étaient sans emploi et qui pouvaient mendier, qui pouvaient travailler au black, qui pouvaient même dealer, parce qu'ils étaient exclus de la société et que c'était leur seul moyen de vivre. Et ces gens exclus de la société rejoignaient les Gilets jaunes parce que justement, ils voulaient réintégrer la société. En soi, Georges Koudanovitch et pas mal de républicains dits de gauche essayent d'utiliser des concepts dans la littérature marxiste ou dans la littérature de gauche pour ensuite essayer de faire avancer un agenda réactionnaire. Alors c'est pas étonnant, par exemple, il y a aussi des personnes comme Sarkozy qui ont mis en avant la valeur travail en disant à quel point c'était une très très grande valeur, alors qu'avant le travail était plutôt une valeur à gauche justement. Mais cet agenda réactionnaire c'est fait justement à côté de déclarations qui visent à montrer les banlieues comme des banlieues criminalisées, où il y a par exemple l'insécurité qui règne, etc. Et mon but, c'est pas de dire que l'insécurité n'existe pas. Bien sûr qu'il y a de l'insécurité, même si on est à l'une des périodes les plus paisibles de l'histoire, si on en croit certains chercheurs. Ce qui me gêne, c'est cette manière de vouloir faire la distinction entre les bons et les mauvais citoyens français, entre les bons et les mauvais citoyens de banlieue. Parce que la réaction que vous pourrez avoir à gauche, c'est plutôt que de dire il faudrait par exemple limiter l'immigration, plutôt que d'aller stigmatiser par exemple les personnes en banlieue, ce serait d'aller par exemple essayer de voir une politique publique beaucoup plus forte justement, pour pouvoir, je ne sais pas, résoudre le problème des chômages que les personnes de banlieue justement subissent de plein fouet. On va aussi parler de la répression policière, dont fait partie le lumpenprolétariat. Je dis ça, je dis rien. Si on regarde son programme de 2022, je sais pourquoi en fait il n'a pas envie de parler de la police dans le lumpenprolétariat. Parce qu'il y a des points de son programme, jugez par vous-même quoi. Parce qu'il faut comprendre en plus de ça que si on parle pas de la police et qu'on parle pas de la violence, etc., ça permet aussi, en plus de ça, de justifier des sortes de missions civilisatrices de la police dans les banlieues justement. Et il n'y a qu'à voir les réactions qu'ont eu certaines personnes, où il y a des personnes qui ont carrément dit qu'il fallait envoyer l'armée. Tatiana Ventose, on te regarde. Ce qui me fait rire en soi, parce que du coup, la mission civilisatrice, c'est un peu ce qu'avait invoqué, par exemple, je sais pas, les États-Unis pour aller en Irak ou en Afghanistan. Sauf qu'il me semble pas que Kuzmanovic il soit friand des Américains et de leurs méthodes. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale et au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fille violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. Parce qu'en France, bien sûr, ce sont ces pratiques coloniales qui ont été faites sur des personnes qui étaient censées être françaises, entre guillemets, mais qui, comme elles n'étaient pas avec les mêmes droits que les autres, on s'est permis de les maltraiter.
de les traiter comme des moins que rien, comme des sous-humains. Et il y a eu le choc en retour, justement, avec le nazisme qui a utilisé le même type de méthode pour ensuite les appliquer sur les populations blanches. Ça, c'est le résultat de l'universalisme, qu'on le veuille ou non. L'universalisme utilisé bien sûr comme une mission civilisatrice, bien sûr. Allez pas me tirer les oreilles pour rien, les droitards ou les républicains ou que sais-je encore. D'ailleurs, à ce titre, je vous conseille l'excellente vidéo de Oui D'accord qui résume très bien ce texte, qui est magnifique et qui devrait être lu par tous. Un exemple récent de tout ça, c'est par exemple la répression qu'il y a eu lieu pendant les Gilets jaunes ou encore durant, je sais pas, par exemple, le mouvement contre la réforme des retraites. Il y a eu des interventions policières, une répression quand même qui a causé des blessures, qui a éborgné des gens, qui les aura fait perdre des membres. Et ça, ça fait des années que les militants antiracistes ont tiré la sonnette d'alarme sur le sujet, que si on essayait d'armer de plus en plus ces policiers pour qu'ils aillent réprimer en banlieue, ça allait finir par retomber sur la gueule des gens, qui sont plus en centre-ville, qui sont un peu plus riches, bref, les populations blanches, quoi. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas que République Souveraine qui a tenu ce type de discours-là, en fait. Enfin, surtout Georges Kuzmanovic. Il y a eu des gens comme par exemple Tatiana Ventose, qui est une ancienne de ce parti, comme c'est étonnant, ou alors Loïc Chéniaud aussi, qui lui par contre n'a pas été à République Souveraine, mais qui a quand même parlé de souverainisme intégral. Je commence à croire que le souverainisme, c'est la maladie infantile du communisme, en fait. Ouais. Alors comme je disais tout à l'heure, aussi il y a cette tendance aussi des républicains dits de gauche à essayer de récupérer des discours ou des phrases afin de les sortir de leur contexte et dire Marx ou Jaurès a dit ça concernant l'immigration, etc. Forcément Georges Kuzmanovic il coupe pas à ça, bien sûr, ça j'en avais parlé en début de vidéo. Mais alors, pour Jean Jaurès, on va essayer de faire ça dans l'ordre donc. L'honorable monsieur Méline lui-même déclarait l'autre jour qu'en proposant des tarifs de douane, il n'entendait pas contester le principe de la concurrence internationale, qu'il entendait seulement en atténuer, en modérer les effets. À ce point de vue, entre libre-échangistes et protectionnistes, il n'y a qu'une différence à nos yeux secondaire. Les libre-échangistes veulent respecter le jeu absolument libre de la concurrence internationale. Ils veulent laisser toute son ampleur au marché universel. Ils sont patriotes, mais ils estiment que ce groupement historique qui s'appelle la patrie, qui a d'autres et de très nobles objets, ne doit pas intervenir dans les échanges d'homme à homme, pas plus que dans les échanges de peuple à peuple. Les protectionnistes, au contraire, sans contester le principe même de la concurrence entre les nations, estiment que la patrie n'est pas seulement une unité historique et une personne morale, mais qu'elle a le droit, dans une certaine mesure. Il y a entre vous cette communauté, c'est que vous acceptez tous que dans l'ordre de la production, la loi même de la vie, c'est l'universelle bataille. Seulement, pour les libre-échangistes, c'est la planète tout entière qui est le champ de bataille, et les protectionnistes veulent, par des barrières douanières plus ou moins élevées, tracer dans ce champ de bataille universel, sans supprimer la mêlée des peuples et des races, presque autant de champs de bataille distincts qu'il y a de nations distinctes, de réagir sur le marché universel. Mais pour nous qui voulons supprimer le combat lui-même, pour nous qui voulons, en supprimant l'appropriation individuelle des moyens de production et d'échange, supprimer toute concurrence aussi bien intérieure qu'extérieure, vous entendez bien, sans que j'aie besoin d'insister davantage, que la protection et le libre-échange sont des phénomènes relatifs et provisoires comme la société elle-même, dont nous préparons la disparition. Nous ne sommes donc liés par nos principes ni à la protection ni au libre-échange. Et j'ajoute que nous sommes également servis par l'un et par l'autre. Lorsque l'un et l'autre ont produit leurs conséquences naturelles et extrêmes, lorsque la concurrence universelle exaspérée que respecte le libre-échange a créé ou aggravé l'inégalité des fortunes, lorsqu'elle a accumulé dans un pays ou dans une partie de la production de ce pays les mécontentements et les ruines, et lorsque, à son tour, le protectionniste est discrédité ou usé par l'impuissance, par l'inefficacité de ces demi-mesures, qui sont le plus souvent des contradictions sans être des remèdes, alors apparaît naturellement et nécessairement la solution socialiste. Est-ce que j'ai réellement besoin de faire un commentaire sur ce sujet-là? Vraiment. Alors, pour être juste avec République Souveraine, on va admettre une chose, c'est qu'effectivement, il y a dans le programme des choses qui sont très intéressantes, comme par exemple le fait d'instaurer plus de normes de sécurité pour les ouvriers. Ça, il n'y a pas de problème, c'est le genre de choses qui sont très intéressantes. Seulement, quand tu n'arrêtes pas de mettre l'emphase sur l'immigration, et que le texte que tu utilises ne soutient même pas cette thèse, ne soutient même pas ton type de politique, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Le fait de retirer tout conflit d'intérêt,
Bah, c'est intéressant, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est face à une tentative de retourner aux 30 Glorieuses. Vous savez, à l'époque de De Gaulle, où ça allait très bien, etc. Enfin, ça allait très bien, entre guillemets, très bien. Sauf que cette période de 30 Glorieuses, bah, elle était due à un contexte économique qui, maintenant, n'a plus lieu d'être, en fait. Il y a eu beaucoup de changements depuis. Ajoutons à ça le fait que tu crois à la méritocratie, en tant que républicain de République souveraine ou autre, et qu'en plus de ça, bah, tu n'es pas contre la reproduction sociale, bah, j'ai envie de dire, c'est quoi ton projet politique? Où est la cohérence, en fait? J'en reviens ainsi à ma conclusion de la vidéo sur l'éducation que j'avais faite. Vous qui êtes anticapitaliste, qu'est-ce qu'il y a d'anticapitaliste dans ce programme? Et ne me dites pas que c'est pareil dans les autres programmes, attention, hein, on est d'accord, ok, LFI, SOSDEM, PCF, SOSDEM, il n'y a pas de souci, je peux bien l'entendre, il n'y a pas de problème. Mais là, vous qui votez RS, qui avez souscrit à ce type de discours et qui êtes anticapitaliste, mais qu'est-ce que vous faites ici en fait? Parce que là, dans la manière dont je vois les choses, bah, on ne fait rien de ferme contre la bourgeoisie capitaliste, on l'autorise toujours à aller par exemple se balader où elle veut, etc., exploiter des ouvriers français, et finalement, bah, on ne fait que déplacer le problème en fait. C'est un programme social-démocrate comme un autre, ce que propose la République souveraine. Alors autoritaire certes, mais c'est social-démocrate quand même. Et c'est peut-être pour ça que le discours souverainiste, en tout cas celui qui essaye d'être beaucoup trop aguichant vers la droite, bah finalement, il abandonne très vite l'idée d'anticapitalisme. Parce que justement, si tu fais une idée que tu vas de Jaurès jusqu'à De Gaulle n'était pas anticapitaliste, Jaurès l'était. Et c'est très difficile de faire cohabiter les deux idées ensemble. Comment tu veux faire ça? Et en plus, un point qui me semble important, c'est que finalement, quand tu compares les deux programmes, excepté les questions sur la police et peut-être l'insécurité ou l'islamisme, les programmes de la France insoumise et de République souveraine sont quasi les mêmes. Le seul changement, c'est l'emballage dans le drapeau français. Et à celles et ceux qui essaieraient de me dire « Non, mais déjà, il y a l'armée de réserve du capital, et puis en plus, si on n'est pas unis, on ne pourra pas faire la lutte, tout ça, etc. » Bah, vous n'avez pas de bol, en fait, Wissam a déjà décortiqué cet argument qui n'a aucun sens, donc je vais vous mettre un extrait, hein. Tiens, je vais pas inventer les choses. Marx n'a jamais dit cette phrase, et en plus, dans Le Capital, on ne retrouve qu'une seule fois où Marx parle de l'immigration. Et quand Karl Marx parle de l'armée de réserve du capital, il ne pense pas aux immigrés. Il pense à la population qui est inemployée dans le système capitaliste. Et en fait, il y a 3 types d'armées de réserve pour Karl Marx. La première, ce sont les chômeurs. C'est l'armée de réserve flottante du capital. La deuxième, ce sont les travailleurs précaires, ceux qui sont employés irrégulièrement. Et c'est en fait l'armée de réserve stagnante du capital. Et la troisième, ce sont les paysans pauvres, ceux qui peuvent décider d'abandonner les fermes pour aller travailler dans les usines. Eux, ils sont appelés l'armée de réserve latente du capital. Et les immigrés peuvent faire partie de ces 3 catégories, mais pas forcément. Par exemple, s'ils sont salariés, ils font partie de l'armée active du capital. En fait, l'armée de réserve, c'est une métaphore. Elle permet de qualifier ceux qui peuvent remplacer l'armée active, si besoin. Parce que ça devient des travailleurs disponibles et des travailleurs disponibles qui vont être là pour mettre la pression sur les travailleurs qui travaillent. Pourquoi ils ne se sont jamais opposés à l'immigration? Parce que le problème, il ne réside pas vraiment là. En fait, dans la théorie marxiste, on considère que le capitalisme fera toujours en sorte de produire une armée de réserve du capital. Et donc d'avoir toujours des travailleurs disponibles pour pouvoir mettre la pression sur les salaires et pour pouvoir mettre les travailleurs en compétition les uns avec les autres. En fait, le capitalisme génère mécaniquement une surpopulation de travailleurs parce que, en fait, il fait en sorte d'employer de moins en moins de travailleurs en automatisant de plus en plus les tâches. Donc en gros, le but du capitalisme, c'est d'avoir le moins en moins de travailleurs pour effectuer le même nombre de tâches. Mais pour Karl Marx, le problème, c'est pas cette surpopulation en soi. Le vrai problème, c'est que c'est uniquement à cause du capitalisme qui est un système d'exploitation maximale. Et au contraire, dans le socialisme, tout le monde est employé. Il n'y a pas ou alors très peu de chômage et donc il n'y a plus de concurrence entre les travailleurs. Mais évidemment, tout comme Karl Marx ne s'est jamais opposé à l'immigration, il ne s'est jamais opposé à l'automatisation du travail. Pour combattre le capitalisme, il ne faut pas combattre les immigrés, ni même les robots, ni même les chômeurs, ni même les travailleurs, mais il faut combattre les capitalistes qui exploitent les travailleurs et les divisent. C'est pourquoi tous les socialistes, comme Jaurès ou Gued,
qui ont montré comment les patrons utilisaient les travailleurs étrangers, n'ont jamais proposé comme solution l'arrêt de l'immigration, mais plutôt le salaire minimum ou alors le droit au travail pour tous. En fait, critiquer les armées de réserve du capital, c'est une stratégie pour défendre le capitalisme tout en donnant l'impression de le combattre avec un concept marxiste. Et c'est une stratégie courante chez les réactionnaires. Puis bon, je suis en train de parler de la France, mais il n'y a pas un point qui vous semble un peu bizarre, c'est-à-dire de parler de souverainisme, dire qu'il faut être indépendant, tout ça, etc. Il faut ne plus dépendre de grosses puissances mondiales, etc. D'accord, ok. Mais ça n'empêche pas, par exemple, de mettre en avant les technologies nucléaires, de se dire, bah tiens, on va aller dans d'autres pays où on va essayer de choper notre uranium. Parce que bon, techniquement, le nucléaire actuel, bah, on chope notre uranium dans d'autres pays. Mais du coup, est-ce que ça ne gêne pas un peu, par exemple, d'aller essayer dans d'autres pays anciennement colonisés pour aller piquer des ressources dont les Maliens auraient peut-être besoin? Et bref, la question de la démocratie, du souverainisme, tout ça, etc., on abordera ça dans la 3e vidéo, qui, je l'espère, viendra beaucoup plus vite que celle-là. En attendant, bah, je vous en supplie, lisez Jaurès correctement, lisez les sources et arrêtez de faire confiance aux cadres qui n'arrêtent pas de citer Jean Jaurès ou Karl Marx n'importe comment. Et je sais pas, commencez à réfléchir de pourquoi vous êtes ARS en fait. Pourquoi vous êtes, entre guillemets, républicain de gauche, mais que vous avez des idées qui sont quand même très proches du racisme, quoi. Ou qui sont du racisme. Bref, ciao.